Cette précision ayant été faite, on va passer au jeu des questions-réponses. Et en fait, avant d'avoir ces questions, on avait eu, ne sachant pas si vous alliez m'interroger, me poser des questions, on avait, lors d'un marché, interrogé quelques personnes sur des questions. Donc, alors une petite question au maire, va-t-il entretenir correctement les lotissements d'Octeville-sur-Mer? Contrairement à aujourd'hui, c'est un peu 3 tonnes par an pour entretenir les pelouses, etc. etc. Donc voilà. Alors, déjà pour commencer, je dirais à ce monsieur, je ne suis pas maire encore. Je le souhaite. Ça peut arriver dans très peu de temps. Maintenant, sur les hameaux, et en particulier dans les lotissements, à partir du moment où le transfert des voiries a été fait vers la commune, bah oui, c'est l'obligation de la commune, pour partie maintenant de la communauté urbaine, de l'entretenir. Je serais tenté de dire que dans certains lotissements, on en a parlé, en particulier je pense au Genêt, ce sont des lotissements propriétés de bailleurs sociaux. Ça fait 40 ans qu'ils ne font pas l'entretien. Ça fait 40 ans que les locataires payent régulièrement leur loyer. Il y a un cahier des charges. Ce cahier des charges, il n'est pas respecté, parce que quand je vois ce que j'ai vu, c'est-à-dire les ravalements qui s'effondrent, quand je vois l'état de vétusté qui arrive, ben je me dis que ce n'est pas normal, et donc j'ai à cœur de faire en sorte que ces bailleurs sociaux fassent le travail et donc entretiennent leurs locaux. Donc oui, monsieur, la commune travaillera, ou verra avec la collectivité, donc la communauté urbaine, dont je serai représentant également, pour faire en sorte que l'entretien soit effectué. Ici à Octeville, nous manquons de médecins. Il y en a 9, mais avec les nouveaux arrivants, il y a un manque de médecins. Donc il faudrait peut-être remédier à ça. Alors, en l'occurrence, ce monsieur dit ici à Octeville, on manque de médecins, il y en a 9, mais pour les nouveaux arrivants, ils ne peuvent pas s'inscrire, il n'y a pas de prise. Alors, cette question, on me l'avait posée lors de la dernière réunion publique, également, c'est d'ailleurs la même personne, qui est là d'ailleurs dans la salle. Et j'avais répondu, alors, oui, on aura une démarche active pour aller chercher de nouveaux médecins, mais maintenant c'est pareil, hein. Les médecins qui arrivent, d'ailleurs, il faut quand même signaler qu'il y a eu une action au début par la municipalité pour les médecins qui ont été installés du côté des falaises. Effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites. Maintenant, il y a des médecins qui se sont installés dans le bourg. C'est un projet privé qui n'a pas reçu aucune subvention. C'est un projet qui avait été, parce que je connais une des médecins en particulier qui s'est implantée, qui n'a pas reçu aucune subvention. Donc, elle a autofinancé, enfin, ces médecins-là ont autofinancé eux-mêmes leur projet. Il faut rappeler qu'un médecin, c'est une profession libérale, qu'il a le choix de sa patientèle, et que de toute façon, un certain nombre d'entre eux sont arrivés avec ils avaient déjà une patientèle qui les a suivis. Donc, c'est clair que c'est pas simple. Maintenant, le projet que nous avons, mon équipe et moi-même, c'est effectivement de trouver des solutions pour rendre la commune attractive à la fois pour des médecins, mais aussi pour toute autre activité. Et je pense qu'effectivement, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour l'ensemble des différents professionnels qui pourraient être amenés à venir à Octeville, plus nous aurons du bon vivre et du bien vivre à Octeville, plus nous serons attractifs, plus les gens auront envie de venir. Et il est bien évident que pour les médecins en particulier, mais aussi les spécialistes dans différents domaines, nous aurons à cœur de leur trouver et de leur faciliter la vie. Mais maintenant, comme je l'ai dit aussi, c'est compliqué. L'ensemble des communes ont également les mêmes problématiques, ont cette envie, et nous ne pourrons pas faire de miracle. Mais on travaillera pour. On travaillera pour. Entre autres, la communauté urbaine avait initié, il y a quelque temps, une première année de médecine au Havre, et il sera peut-être intéressant de voir avec les universités compétentes pour pouvoir développer et que le cursus médical continue sur l'agglomération. Je voudrais savoir si les falaises d'Octeville vont être remises en état
pour que les enfants puissent redescendre l'été comme on faisait quand on était beaucoup plus jeune, il y a une vingtaine d'années, genre la valeuse du Croquet, la valeuse du fond du Val. Toutes ces valeuses-là sont interdites maintenant, savoir si on va pouvoir faire quelque chose sur ces valeuses-là, puisqu'il y a la mer à côté de chez nous et il n'y a aucun des enfants qui peut y aller, à part sur les pipelines, et encore c'est compliqué pour eux. Donc voilà, c'est dommage d'avoir autant de plages sur Octeville et qu'on ne puisse pas accéder partout. Pour les enfants, je pense que ça pourrait être intéressant. Bien. Oui, en fait, je vais résumer la question du monsieur, c'est on a un patrimoine, on a des falaises, on a la plage qui est au pied, et aujourd'hui on ne peut pas y accéder. Et alors qu'il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années, c'était quelque chose qui pouvait se faire, il y avait des valeuses, et aujourd'hui la falaise est dangereuse et on ne peut pas y accéder. C'est vrai que le patrimoine et la côte et la dangerosité sont des problèmes. Et c'est sûr que, en particulier Sylvain, Pierre-François et je crois c'est Alain en avaient parlé lors de réunions, techniquement ça serait une bonne chose qu'on puisse les exploiter. Ou tout du moins y retourner ou trouver des solutions. Alors, on pense qu'effectivement avec une association comme Aquaco, on aura certainement la possibilité, parce qu'il y a une descente quand même qui existe et qui est quand même beaucoup plus sécurisée, et qu'on pourrait peut-être trouver des solutions en collaboration avec ce chantier d'insertion pour permettre effectivement, alors peut-être pas sur la totalité des valeuses qui existaient antérieurement, mais au moins d'en remettre une, et peut-être en collaboration également avec la mairie de Cauville, parce que je sais que c'est une préoccupation également du maire de Cauville, on me l'a soufflé il y a peu de temps, que le maire de Cauville souhaiterait également réactiver une valeuse, et donc pourquoi pas de travailler, comme je le disais tout à l'heure, le but c'est d'apporter un service, et de travailler en intercommunalité, ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. Parce que le but, c'est que le coût de chaque action soit la moindre possible, et que le bénéfice obtenu pour les habitants, les octovilaises et les octoviliers, soit le plus important possible. J'aimerais savoir ce que vont faire les équipes qui volent la place de la municipalité, vont faire pour l'environnement et pour protéger les générations futures. Alors, on en a parlé un peu de l'environnement tout à l'heure. Alors, le monsieur dit, j'aimerais savoir ce que les équipes qui volent la municipalité vont faire pour l'environnement et vont faire pour les générations futures. Donc, pour l'environnement, on en a parlé un peu. On a parlé de panneaux photovoltaïques, on a parlé de l'eau, on a parlé de différentes choses. Je voudrais extrapoler, aller un peu plus loin. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Il faut bien que je ménage quelques surprises. Au niveau de la communauté urbaine, si je suis vice-président de la communauté urbaine, c'est ce que je souhaite parce que la délégation sera d'autant plus importante que la crédibilité que j'aurai au sein de la communauté urbaine sera importante. C'est pour ça qu'il est important que vous veniez voter massivement et que ce soit moi ou mon adversaire, que le maire sortant ait le plus de poids par rapport à sa représentation au sein de sa propre commune. Ça donne du poids à la communauté urbaine. J'ai un projet, enfin j'ai une idée. On a tous entendu parler de la fermeture de la centrale thermique du Havre. L'idée, c'est que on a aussi un déchet qui s'appelle l'amiante. Pour l'instant, il est d'usage de l'enfouir. On ne règle rien, on l'enterre. Et on laisse le bébé pour les générations futures. On se dit qu'après tout, alors, je ne suis pas sûr que le monsieur, quand il me pose la question « Qu'est-ce que vous comptez faire pour les générations futures ?», il a envie d'une part qu'on les endette et d'autre part qu'on leur laisse tous les déchets qu'on est en train de produire. Il y a un procédé qui s'appelle la vitrification d'amiante, qui est un procédé qui a été développé il y a un peu plus de 20 ans par EDF, qui a été repris par l'ingénieur qui l'avait développé, qui avait monté une société privée dans un village qui s'appelle Morsinx dans les Landes. Et ce monsieur a inventé un procédé qui est un procédé, une exclusivité mondiale, qui est de vitrifier avec une torche à plasma l'amiante, qui en fait un déchet, en fait, qu'il retransforme l'amiante en matière première. Ça fait une espèce de, un peu d'ébonite, donc un petit produit noir.
et ça sert de renfort pour les routes. Ça peut être en fait un stabilisateur pour les routes. L'avantage de cette vitrification d'amiante, c'est que le projet il est neutralisé définitivement. Il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien. Une unité de vitrification d'amiante, il y a eu une étude il y a quelques années à laquelle j'avais contribué et participé. Rien qu'avec l'amiante qu'il y avait dans la raffinerie Total, on pouvait faire fonctionner une torche à plasma pendant 10 ans. Je ne parle pas des autres. Aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi? Alors, il n'en existe pas d'unité de vitrification d'amiante. N'en cherchez pas. Il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a en Suisse. C'est un procédé français, mais on n'a pas été suffisamment malin pour le garder en France. Il a été vendu il y a quelques années aux Suisses. Et ce procédé, il fonctionne très bien. Et l'avantage de la centrale thermique du Havre, c'est qu'en plus, on a les capacités avec les câbles qui arrivent, en fait, jusqu'à présent, ils en partaient, de pouvoir l'alimenter sans difficulté. Et ça permettrait de donner à peu près une cinquantaine, soixantaine d'emplois avec une torche. Et si on imagine 2 torches, ça ferait une centaine d'emplois. Et je pense que dans la contribution que je ferai, et un des dossiers sur lequel, ça sera effectivement de proposer ça à l'ensemble des maires qui composeront la communauté, la nouvelle communauté urbaine, et de leur proposer la solution qui sera à la fois une proposition d'emploi et une solution également pour régler un problème d'un déchet qui nous pollue tous. Parce que l'amiante, on connaît tous des personnes qui sont impactées ou qui sont parties avec des plans amiante parce que c'est un déchet dont on ne se débarrasse pas, sauf à le vitrifier. Et qui sont morts. Donc, ça j'en avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, qu'en pensez-vous? Je pense que le débat, il faut qu'il soit oral, mais pas par écran informatique interposé. Donc, je ne développerai pas. Aujourd'hui, j'ai fait ma réunion publique, la dernière. Dimanche, donc tout à l'heure, tout de suite, je vais vous laisser la parole, la possibilité de m'interroger, de me poser les questions que vous souhaitez. Dimanche, vous aurez le choix entre le projet que mon équipe et moi-même proposons, le projet de mon adversaire, les constructions, la ruralité. Aujourd'hui, on en a un peu parlé, on va en parler, je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser m'interroger sur les questions qui vous intéressent, qui vous interpellent. S'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été suffisamment clair, eh bien, je vous invite à me poser des questions. Alors, comme il y a un problème, a priori, parce que quand on a réceptionné la salle tout à l'heure, le gardien nous a dit que la semaine dernière, les micros fonctionnaient bien, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un micro qui fonctionne sur 2. Donc, c'est pour ça qu'on nous a mis à disposition le pupitre. Donc, je vais céder ce micro à Jacques et je vais m'approcher du pupitre pour pouvoir répondre aux questions qui me seront posées par la salle. Voilà, pour l'exposé. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, moi, Bruno, j'ai une question à te poser, je vais même en avoir plusieurs. Parce que je me suis fait remonter les bretelles dimanche, parce que j'étais probablement venu à ta réunion, alors que je l'étais aussi, disons, à la réunion de ton adversaire. Mais je vais te poser quand même plusieurs questions. La première question, on sait bien que nos falaises, disons, sont en mauvais état aujourd'hui. La seule, il faut savoir aussi qu'il y a un arrêté préfectoral. Alors je me demande comment que vous pourriez, entre Christian Gonchet et toi-même, disons, ouvrir quelques endroits descentes, bon, à part le croquier Tarzan pour ceux qui sont du oui, Tarzan, parce que c'est un monsieur qui vivait dans les falaises et puis qui entretenait, disons, nos descentes. Ça, c'est pour les anciens. Et puis, voilà. Alors, quand on connaît bien Aquaco et la structure d'Aquaco, c'est que on a une convention avec Aquaco, Octeville a signé une convention avec Aquaco qui fasse que
donne une bonne subvention, justement, pour entretenir, disons, une partie de nos falaises. Et c'est intéressant de voir le travail, hein, puisque l'érosion, on peut la retarder, comme a pu faire Aquaco, c'est-à-dire en injectant de l'herbe. Et vous avez un côté d'Aquaco où vraiment ça mérite d'être vu. Ça, c'était ma première question, mais c'est sûr qu'au moment où il y a un arrêté préfectoral, je ne sais pas comment on peut faire pour faire autrement. Ma deuxième question, alors ça c'est plutôt inquiétant pour moi, parce que tu parlais de des associations, de la vie associative de la commune. Moi, je me souviens, quand j'étais élu, je me suis battu à une époque pour justement pour ne pas avoir de paramunicipal voir jour dans notre commune. Alors, le fonctionnement d'une paramunicipale, c'est pas compliqué, hein. C'est sous l'emprise d'élus. Et à l'époque, il y avait une association qui s'appelait Pluriel. Donc, à l'époque, je m'étais battu justement pour voir disparaître, disons, cette façon de travailler. Donc, c'était ni plus ni moins une paramunicipale. Et moi, ce que je crains, justement, en étant président de mon club de foot, c'est revoir, disons, cette paramunicipale s'implanter dans la vie associative. Et c'est la même chose pour la maison cantonale. La maison cantonale, bon, tu nous as expliqué son bon déroulement. Je suis d'accord, je l'ai dit, hein, la première fois que j'ai dit le projet, moi, me convenait. Maintenant, c'est de savoir le fonctionnement et puis qui sera dans cette maison. Et donc là c'est la même chose. Est-ce que le risque, c'est de ne pas avoir une paramunicipale aussi, disons, à l'intérieur de cette maison cantonale? Et ma troisième question, c'est de savoir aussi tout ce qui est de proximité, qui en manque dans notre commune, mais ça, on ne le doit pas seulement à M. Rousselin, c'était aussi tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire, bon, une assistante sociale. Je pense qu'on mérite, étant chef-lieu de canton, puisqu'on s'en vante aujourd'hui, je pense qu'on mérite, surtout pour nos aînés ou pour les personnes handicapées ou qui ont des enfants, souvent, et c'est vraiment un parcours du combattant que de trouver une assistante sociale dans la commune. Et aussi le médecin dans les écoles. Bon, on va parler de groupes, disons, importants dans notre commune, comme on a connu dans le passé, c'est-à-dire notre école, et on pouvait en être fier, était l'une des plus grandes du département. Mais on peut en être fier aussi, mais si demain on n'a pas non plus, disons, la proximité, c'est-à-dire le médecin à l'école, par exemple, je pense qu'il y a des enseignants, je ne sais pas s'ils ont vu un médecin dans leurs écoles. Alors, donc, ma question est de savoir si demain tu es prêt aussi à intervenir auprès du rectorat, justement, ou autres organismes pour avoir. Et donc, pour finir, le foncier. C'est intéressant puisque on sait que, bon, les recettes, on sait comment les trouver, les recettes. Mais ce que je voudrais pas, enfin moi, je voudrais pas voir quand même notre foncier demain augmenter non plus, sous prétexte que, bon, la plupart n'auront plus de taxes d'habitation. Donc, au moins qu'on nous laisse, disons, le foncier, disons, dans ce qui est tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire que il est injuste aujourd'hui que le foncier, et là j'en veux pas aux agriculteurs, hein, bien loin, mais à tous ces propriétaires terriens qui, par exemple, ne paient pas la même chose que nous, si vous voulez, nous, Octevillais. Hein, ils paient beaucoup moins cher que nous, qui sommes, disons, aussi, qui font vivre aussi la commune. Je trouve que là, on est loin d'être, disons, dans tout ce qu'il y a de plus d'équité, c'est tout. Bruno, on t'a posé des questions là. J'ai vu une étude récemment qui disait que pour pouvoir réfléchir, des fois il fallait être mobile.
Alors, si je resynthétise tes questions, Raymond. La première, c'était sur les falaises. Le préfet, donc l'arrêté préfectoral, a été pris par rapport à une situation de dangerosité. Et cette situation de dangerosité, il est évident que je ne vais pas aller contre si réellement c'est dangereux. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une association qui s'appelle Aquaco, qui a sécurisé un environnement. S'ils l'ont fait une fois, on peut peut-être le refaire 2 fois. Maintenant, si on est capable, je ne sais pas si on va être capable de le faire, mais au moins déjà peut-être exploiter cette partie-là. Ensuite, si on n'est pas capable de le faire, mais qu'on en a une déjà, une possibilité de descendre de la falaise, enfin de descendre par la falaise pour accéder à la mer, on l'exploitera. On trouvera des solutions, effectivement, pour à la fois valoriser l'action d'Aquaco et de valoriser le patrimoine, c'est-à-dire la mer. Première question. Je ne vais peut-être pas les prendre toutes dans l'ordre. Donc, pour ce qui concerne les écoles et le médecin dans l'école, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre volonté, c'est de travailler, de fédérer, de travailler en collaboration avec l'ensemble des forces vives de la commune, y compris le personnel enseignant. Si le personnel enseignant, je serai solidaire du personnel enseignant comme du personnel municipal. Si le personnel enseignant me dit « nous avons la nécessité et le besoin imminent d'avoir un médecin scolaire », je travaille avec eux et je ferai les courriers et les démarches nécessaires, y compris pour aller au rectorat, aller à l'académie, et de voir effectivement quelles sont les personnes qui décident pour la mise en place, alors peut-être pas d'un médecin tout le temps, mais d'une permanence par rapport à ça. Est-ce que je réponds à cette question? Troisième point, les associations, et donc je pense que tu fais référence, si je ne me trompe pas, à la partie donc, de l'aide et de la recherche des subventions. Alors, je n'ai pas été forcément dans le détail. Le but, ce n'est pas de se substituer au fonctionnement des associations. Le but, ce n'est pas non plus d'avoir une emprise de la mairie dans les associations. Les associations, ils savent très bien se débrouiller tout seuls par rapport à ça. Moi, mon but, il est d'apporter à des dirigeants qui ont une charge administrative de plus en plus lourde, qui ont des obligations fédérales de plus en plus complexes et qui ont bien souvent que leur bonne volonté et peu de ressources, à trouver des fonds. Je pense que toute action, quelle qu'elle soit, qui leur permettra d'avoir des fonds extérieurs, qui leur permettra de valoriser leur image, sera bienvenue. Mais après, ces fonds, au même titre que les subventions qui sont versées, ce n'est pas pour avoir une mainmise ou s'immiscer dans le fonctionnement de l'association. J'étais président d'association, je rendais un bilan à la fin de l'année, et je veux dire, si on avait voulu se substituer à moi en tant que président, j'aurais dit, c'est pas un problème, prenez la place. Maintenant, je suis suffisamment grand pour gérer mon association. Je prends par exemple, j'ai discuté avec Patrice, je me permets Patrice, on en a discuté il y a quelque temps. C'est pas un secret qu'à un moment, je disais qu'effectivement, le hand coûtait beaucoup trop cher. Maintenant, j'en ai discuté avec un certain nombre des membres de mon équipe qui m'ont expliqué aussi que le hand, ça coûtait cher, mais ça avait aussi un rayonnement, et qu'il y avait, etc. J'ai discuté avec Patrice de la mission qu'il avait, des ambitions athlétiques, etc. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, de toute façon, mon ambition, c'est pas de te limiter, c'est de trouver des ressources différentes te permettant de continuer à développer ton association sans que ça coûte aux octovillets. Mais pourquoi? Raymond, tu es président du foot. Patrice, il n'est plus président, mais enfin il s'occupe activement du hand, mais il est presque président. Je dis presque président. Mais si, au lieu de monter chacun de votre côté des dossiers pour aller rechercher des subventions, on vous aide à les monter ensemble et que les dossiers soient dupliqués, y compris pour le basket, y compris pour le tennis de table, s'ils en font la demande, le judo, etc., et que vous recevez, vous, 500 € ou 1000 €, Patrice, par rapport à d'autres choses, reçoivent 2000 €, et que ça vienne de fondations, que ça vienne d'organismes, c'est ce que je disais l'autre jour, il y avait la possibilité d'élargir
le type d'activité à des activités d'insertion pour des personnes handicapées ou pour des personnes âgées qui permettaient d'obtenir des subventions de la CAF ou de la CRAM parce que ça permettrait de payer un animateur, peut-être pas un temps plein, mais un quart-temps, et comme il payait déjà un animateur un autre quart-temps, et que la difficulté, c'est d'avoir la possibilité au sein d'une association d'avoir des emplois pleins, c'est pas s'immiscer dans les associations, c'est juste une aide administrative. Absolument pas de venir gérer ou de diriger quoi que ce soit. Après, cette aide, ça sera une possibilité. Les associations qui ne voudraient pas en bénéficier ne sont pas obligées. On est en démocratie. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Enfin, c'est pas de moi, c'est de Churchill. Donc, chacun fera comme il veut. Maintenant, si effectivement un président d'association souhaite savoir où est-ce qu'il peut avoir des fonds supplémentaires, souhaite avoir le modèle, la démarche, etc., moi je considère que sur la trentaine d'associations sportives qu'on a à Octeville, c'est quand même ridicule et dommage de faire 30 fois le boulot, alors qu'on peut le faire une fois et le dupliquer pour 30 personnes. C'est tout. Le dernier point, il y avait quand même un paquet de questions. Le foncier. Alors, sur le foncier, soyons clairs, les agriculteurs, sur la terre agricole, c'est pas illogique que le foncier soit moins cher que la terre constructible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la nature de la fiscalité. Si demain, tous, vous décidez que, ou majoritairement, sur un certain ici, je suis sûr qu'ils ne veulent pas que ce soit moi le maire, hein, c'est pas un secret. Hein. Je vais vous dire une chose, c'est qu'ils n'ont surtout pas envie que ce soit moi. Mais si vous décidez majoritairement que ce soit moi le futur maire, je l'ai dit, notre volonté, ce n'est pas d'augmenter la fiscalité. Notre président actuel a effectivement supprimé, pour l'instant, une partie. Alors en fait, ça ne sera pas supprimé dans sa globalité, la taxe d'habitation. En fait, les plus hauts revenus, eux, ne seront pas défiscalisés. Bon, ça concerne pas mal de monde à Octeville, a priori. Pas tout le monde, mais ça en concerne quand même un certain nombre. Donc eux, ils continueront à payer. C'est pas moi qui l'ai choisi, ça. Au moins, vous le mettrez à mon crédit. Mais clairement, on n'augmentera pas les indices, que ce soit du foncier ou quoi que ce soit. On n'augmentera pas la fiscalité. On nous a promis, pour l'instant, je ne suis pas en activité, mais je le saurai, j'espère bien, dans quelques semaines, dans très peu de semaines, dans 2. On nous a promis qu'il y aurait à l'euro près un retour. Ben, on verra bien. Maintenant, si ça ne l'est pas, il y a une structure qui s'appelle l'Association des maires de France, et je pense qu'elle sera suffisamment active pour rappeler au président de la République que ce qu'il a promis, c'est ça. Moi, en tout état de cause, comme je vous l'ai dit par rapport au projet qu'on veut défendre, la plupart des projets s'autofinancent ou sont financés par des ressources qui existent déjà. Il n'y a pas lieu d'augmenter la fiscalité. Ce n'est pas l'ambition de mon équipe et de moi-même. D'autant qu'on paye aussi des impôts et qu'on considère... Alors après, sur le choix, moi je vais vous dire, ce qui pourrait faire qu'on paye moins d'impôts, c'est qu'on dépense mieux de l'argent des contribuables. J'ai quand même 2 chiffres qui m'ont interpellé, parce que même si pour certains, je m'intéresse à la commune que depuis peu de temps, je m'y intéresse beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, mais j'ai regardé aussi attentivement les chiffres récents. Et quand je vois qu'en 2019, alors, pour pas qu'on me dise que je mente ou que j'invente des chiffres ou que je sois un affabulateur ou que je donne des contre-vérités, ça c'est les comptes de la commune. Je lis frais d'études 2019, 513 100 €. On étudie beaucoup à Octeville. 513 100 € de frais d'études. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10% du budget de fonctionnement de la commune. C'est surtout
8 fois plus que Le Havre. En somme, alors, pas en valeur absolue, hein, en valeur relative. C'est-à-dire que si je prends le budget de la ville du Havre et les frais d'études, ils dépensent en moyenne 8 à 10 fois moins qu'Octeville pour faire des études. Et dans ces frais d'études, j'étais surpris, parce qu'il y a 173 000 euros, non, 176 952,67 qui correspondent à un espace culturel. Eh oui. On a déjà dépensé presque 200 000 euros pour quelque chose qui n'existe pas et qui ne verra peut-être jamais le jour. Et qui nous coûtera non seulement une fortune à construire, mais qui nous coûtera vraisemblablement une double fortune à entretenir et à faire fonctionner. Parce que si je m'appuie sur ce que j'ai lu dans le projet de mon adversaire, il prévoit de faire fonctionner une salle qui sera une médiathèque, une bibliothèque, une salle de spectacle pour 600 personnes, et j'en passe une salle de service pour tout un tas de choses, avec 2 personnes. À mon avis, c'est Superman et Batman réunis. Il va falloir qu'ils bossent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qu'ils fassent travailler leurs femmes, leurs enfants, parce que franchement, rien que pour avoir été, moi, à une époque, président de l'association La Foulée des Trois Clochers, pour organiser une manifestation qui ne durait qu'une matinée, il me fallait plus de 200 bénévoles. Donc je ne sais pas comment on peut faire fonctionner ce type d'équipement avec 2 personnes. Après, je suis un opportuniste, donc je ne sais certainement pas tout. Donc, voilà. Si effectivement on commence à être plus raisonnable avec l'argent public, ben on a peut-être beaucoup moins besoin de demander aux gens de payer des impôts. Il y a un deuxième poste qui m'avait impressionné, c'est que la commune a dépensé 54 000 euros de frais d'avocat sur un an. À titre d'exemple, parce que je suis chef d'entreprise, donc il y a des contrats qui existent pour des grandes entreprises, des forfaits avocats. C'est 2 à 3 fois le forfait moyen qu'un grand cabinet propose à une grosse société pour un conseil général. Je ne sais pas, je demanderai, hein, parce que ça, je vais vous dire une chose, du jour où je serai élu, que je sois élu maire ou que je sois conseiller, je demanderai quand même à avoir des explications, parce que ce sont quand même nos impôts. Et là, on a quand même plus de 10% du budget total de la commune, et quand on fait des études, et que derrière on m'explique, parce que j'imagine que ce sont pour des constructions, et qu'on n'a pas un bâtiment hors d'eau sur la commune, je me dis, ou on n'étudie pas bien, et ça coûte quand même très cher, ou je ne sais pas ce qu'on étudie. Alors après, il y avait, si vous vous souvenez de Coluche qui disait, il y a les gens à la NPE, ils étudient, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Je pense qu'effectivement, on étudie, mais on ne trouve pas. Parce que là, il y a un moment, très franchement, quand j'ai vu cette somme-là, enfin, je ne sais pas, moi, personnellement, ça me choque. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Oui, Monsieur Pisan, donc moi je ne vais pas vous poser une question tout de suite. Hein. Je vous ai entendu parler tout à l'heure du cabinet du bourg, et moi j'aimerais expliquer de la manière que ça s'est passé. Hein. Donc moi je suis Philippe Bure. Ma fille Julie Bure, qui est médecin, a construit son cabinet médical sur le terrain de mon père, Claude Bure. Donc voyez-vous, là toutes les informations sont directes, hein, parce qu'on tourne en rond. Hein.
Et moi, j'ai représenté donc mon père, que ce soit à la commune ou chez le notaire, ou voir le moment de la construction. Donc toutes les informations que je vais vous donner sont exactement vraies, évidemment. Donc, il y a en gros 5 ans de ça, il y avait eu à la commune d'organiser ce qu'on appelle un atelier, qui avait été organisé par Jean-Louis Rousselin. C'est-à-dire que les gens qui sont venus à cet atelier pouvaient mettre des maisons ou des immeubles sur des terrains. Alors sur des terrains que la commune n'avait pas. C'était des terrains. Donc en fin de compte, c'était comme un Monopoly, sauf qu'on fonctionnait à l'envers, parce que normalement quand on joue au Monopoly, avant de mettre des maisons et des immeubles, on achète le terrain. Et là, c'était l'inverse. Donc c'est-à-dire que moi, mon père, il s'est retrouvé avec 2 immeubles sur son terrain. Il est évident que je n'ai pas voulu lui en parler. Mais bon, la commune est petite, il l'a su. Je ne vous dis pas qu'il est monté en flèche. Il a fallu ranger les fusils, parce que ça n'allait pas du tout. Il a vu qu'on allait y piquer son terrain. Et donc là, il n'était pas content du tout. Sur ce, j'ai été appelé à la commune. Jean-Louis m'a appelé. Donc il me dit, oui, Philippe, le terrain de ton père m'intéresse, enfin nous intéresse. J'ai dit, oui, mais moi, mon père, il vit dessus. Donc, il dit, oui, mais nous, on a des projets. J'ai dit, ouais, moi, nous aussi, mon père, il a des projets. Lui, il a sa vie à faire sur son terrain. Il veut pas s'en aller. Alors, donc, sur ce, moi, je lui dis, de toute façon, moi, mon père, s'il est comme sa mère, dans 15 ans, il sera toujours là. Et puis toi, dans 15 ans, tu seras peut-être plus maire. Alors, il me dit, non, mais de toute façon, c'est simple, on en restera pas là, on ira en justice. C'est ce qu'il m'a dit, donc menacé d'aller en justice. Donc, moi, ce que j'ai dit, que de toute façon, même mon père mort, on ne vendrait pas le terrain à Jean-Louis, à la commune. Donc, sur ce, mon père fait un AVC. Moi, j'étais bien ennuyé, un père grabataire. Ça fait 5 ans qu'on lui donne à manger. Il a tout un tas de personnes qui s'occupent de lui. Un terrain familial qu'on voulait nous spolier, carrément, parce que pour l'acheter à Rhodes-et-Pâquerette, pour monter 2 immeubles. Heureusement, ma fille est arrivée. Ça faisait 2 jours qu'elle avait passé sa thèse. Elle nous dit, sans savoir la situation, elle nous dit, j'ai envie de m'installer comme médecin à Octeville-sur-Mer, du fait que le docteur Husson et Banset partaient. Elle a senti qu'on avait besoin d'elle. Donc elle me dit, moi je voudrais m'installer, mais je veux construire mon cabinet. Bon, pas de problème. On est allé voir papy, forcément, d'accord, sa petite fille était fière qu'elle puisse faire son cabinet médical. On détermine un emplacement. Donc 5 médecins, parce qu'elle venait avec des collègues, 5 médecins, 4 infirmières. Bon, donc c'est bon, mais non. Jean-Louis, non. Il ne voulait pas, c'était son terrain. C'était son terrain, il ne l'avait pas encore vendu. Il avait décidé de mettre 2 immeubles dessus. Et donc, nous, on ne pouvait pas construire, c'est un terrain familial, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Il s'est empressé d'acheter l'ancien cabinet Hamar, des Hamar, pour pouvoir dire, j'ai fait quelque chose. Je ne sais même pas si d'ailleurs le conseil municipal était au courant, parce que ça a tellement été vite qu'il a acheté tout. Donc, bref, ça avait été voté. Bon, donc attendez, donc c'est acheté, mais donc vous avez voté sans savoir si les médecins allaient venir, parce qu'en fin de compte, ma fille... non, attendez, c'est ma propre fille, je sais quand même de quoi je parle, d'accord ? Donc, ma fille et sa copine Lucie Gervais, donc devaient aller normalement dans ce local, parce qu'en fin de compte, c'était pas un cabinet c'est quand tout est installé dedans, Et donc ma fille a dit comme ça, de toute façon, on ira, déjà ça va vous sauver la vie, si on va dans ce cabinet, vous avez pris sans rien nous demander, donc on ira dans ce cabinet, si seulement je peux construire le mien sur le terrain de mon grand-père. Ça a été non, il ne voulait pas. Donc ça a été simple. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait ? Je crois qu'il y en a qui ne sont pas au courant.
Ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a menacée. Elle a dit, puisque c'est ça, eh ben moi, avec mes 4 collègues, on quitte et on va construire ailleurs. Parce qu'ailleurs, pour vous dire, il y avait des tapis rouges. Je vois encore une commune à Saint-Jouin qui les accueillait, ils ne payaient rien. Donc ma fille, elle a dit non, moi je veux remplacer ces médecins, il y a des gens qui ont besoin de nous. Et donc on a réussi quand même, parce que une fois que l'ultimatum à Jean-Louis a été donné, ma fille a raccroché en lui disant qu'elle y allait ailleurs. Donc je me rappelle, on comptait, on faisait 1, 2, c'était jusqu'à 5. Il a évidemment retéléphoné. Et donc sur ce, il dit, bon ben à ce moment-là, on va se désengager, on va vous laisser la partie, on va vous laisser, c'était même plus notre terrain, mais où, on va vous laisser la partie où il y avait un cabinet. Bon, d'accord. Ma fille dit non, parce que nous, sur l'autre partie, on a évidemment des projets, puisqu'on doit mettre encore des médecins et des spécialistes. J'espère que, M. Pisan, si vous passez maire, vous m'aiderez, pas comme j'ai été aidé là, avec la municipalité actuelle. Donc, bon, merci bien. Bon. Donc, ça, c'est pas fini, donc, parce que c'était très compliqué. Ma fille a failli abandonner. Elle en avait ras-le-bol, ras-le-bol. On n'a eu que des emmerdements. Donc, le parti qu'on voulait faire, on a demandé la totalité du terrain qu'elle nous soit restituée. Malgré que c'était à nous, mais bon, il fallait plus qu'ils construisent rien dessus. Donc, d'accord. Donc, le cabinet a commencé, mais non, ils ont rattaqué. Jean-Louis, il voulait faire des logements sur le cabinet. Alors j'ai dit, pourquoi pour mettre un funérarium en sous-sol pendant ce temps-là? Non, mais c'était du n'importe quoi. Bon, on est arrivé difficilement à faire notre cabinet. Alors voyez-vous, 5 médecins qui sont arrivés à Octeville, c'est pas Jean-Louis à l'entendre, c'est clac, hop, 5 médecins, c'était bon, on les a eu. Non, 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 rien. Aucune subvention, ils ont été de rien. Les jeunes médecins, quand ils sont installés chez l'ancien cabinet Amar, ils ont fait des emprunts, bien évidemment, pour installer tout leur matériel, et on leur a foutu un loyer. C'est pas comme dans d'autres communes où, normalement, les jeunes médecins, on les aidait. On les a pas aidés, on les a emmerdés. Ma fille, elle s'est battue pour faire son cabinet. Elle s'est battue pour vous soigner. Et je veux dire que maintenant, bon, je vois quand même des gens. Moi, je vais tous les jours chez mon père, parce que je m'en occupe. Je vois quand même des gens du conseil municipal. Ils vont se faire soigner quand même au cabinet. Même s'ils étaient contre, je ne sais pas. Mais ils y vont quand même. Bon. Donc ce que je veux dire par là, un cabinet médical comme celui de ma fille, c'est 5000 patients en gros. Et en gros, il y a 2000 octovillaires. J'espère que ces 2000 octovillaires qui vont au cabinet du bourg dimanche, ils y penseront à tout ça. Parce que vraiment, on a vraiment été emmerdés pour faire un cabinet. Voilà. Bon, je vous remercie, M. Pisan, de m'avoir laissé parler, parce que ce n'était pas prévu, et vous ne saviez pas du tout ce que j'allais dire, mais bon, ça va dans votre sens. D'une façon générale, comme je l'ai dit, l'objectif pour moi, c'est de discuter avec l'ensemble de la population. On peut ne pas être d'accord, mais il faut pouvoir déjà poser les problèmes, en discuter. Je ne sais pas dans quelle mesure nous pourrons aider, mais de toute façon, nous serons là, et l'ensemble de mon équipe sera là pour aider, assister, effectivement, pour répondre à la question qui nous a été posée tout à l'heure. Comment pourrions-nous faire pour augmenter l'offre médicale sur la commune? Nécessairement, ça passe par le fait d'aider les gens et de ne pas les emmerder. J'avais été beaucoup plus, parce que j'avais effectivement eu connaissance avec votre fille, elle m'avait parlé, on avait élégamment parlé de tracasserie administrative. Non, c'était pas ça. Elle a voulu être légère, mais moi c'était plus facile pour moi de le dire, étant donné que de toute façon j'étais à toutes les réunions et j'étais là, donc je savais exactement comment ça s'est passé. Je veux juste faire un point, parce qu'en fin de compte, le hasard a fait que je suis à côté de Mme Durécu, qui vit exactement la même chose, ce que mon père a vécu, de spolier son bien, parce qu'en fin de compte c'est ce qu'elle a exactement, elle est dans sa maison, on lui fait la même chose, ça a été voté pourtant au conseil. L'expulsion, c'est ça, je sais pas. Expropriation. Voilà. Non, c'est-à-dire que les gens du bourg sont tous concernés, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, le fameux Monopoly, pas acheté, on pouvait mettre des maisons dessus.
Oui. Merci. Donc, comme je l'ai dit, pour ce qui me concerne, dans tous les cas de figure, et j'ai discuté un petit peu avec Mme Durécu, mais pas spécifiquement. Je sais qu'elle a eu plus des contacts avec Jacques Martin, mon colistier. Je ne peux pas considérer qu'effectivement un consentement soit obtenu d'une façon normale à partir du moment où ce consentement est assorti d'une mesure ou d'une épée Damoclès qui s'appelle une expropriation. Si on peut considérer qu'à un moment, il y a des besoins, et que, mais dans ce cas-là, il faut proposer des alternatives, et surtout quand cette expropriation, que l'on habille avec les vêtements de l'intérêt public, ça a bon dos. Hein. Au niveau de l'État, on appelle ça aussi, souvent on voit ça dans les films, l'intérêt supérieur de la nation. On peut le qualifier effectivement. La question qui se pose, c'est l'intérêt de qui? Et de quelle nation, de quelle commune, de quelle collectivité? Oui, effectivement, il y a des possibilités. Mais à partir du moment où des promoteurs, à partir du moment où des gens ont un intérêt économique, ils doivent être en mesure de mettre les moyens nécessaires, et en particulier les sommes permettant à la personne à qui on veut acheter son bien. Je rappelle quand même que depuis 1789, il y a quand même une règle qui est le côté de la propriété foncière et de la propriété individuelle, et on n'a pas le droit de lorgner sur la propriété des autres, ou au moins on doit leur payer un juste prix. Et le juste prix, ce n'est pas forcément l'estimation des domaines. Le juste prix, il doit permettre en particulier à une personne, et dans le cas de Mme Durécu, de pouvoir acheter un bien qui lui permette de rester dans la commune dans laquelle elle a vécu l'essentiel de sa vie. Et que ce bien lui permette, et que ce prix d'achat lui permette non seulement de payer l'acquisition du nouveau bien qui lui convienne, et que ça lui paye également les frais nécessaires lui permettant d'y accéder, et pour qu'elle puisse vivre tranquillement sa retraite. Et à partir de ce moment-là, le consentement, il sera effectivement obtenu dans de bonnes conditions. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, si un promoteur s'intéresse à un bien, c'est qu'il y a vraisemblablement un intérêt et un bénéfice. Pourquoi ça devrait être fait au détriment d'une tierce personne qui n'a rien demandé à personne? Donc voilà ma position. Et en tout état de cause, si effectivement la majorité d'entre vous, dimanche prochain, met dans l'urne le bulletin Ambition Octeville-sur-Mer, déjà, je suspendrai cet avis ou cette opportunité ou cette possibilité d'expropriation. Ça sera la première chose. Et ensuite, on verra, comme je l'ai dit tout à l'heure, quid, quel sera l'avenir du projet Ecobourg et de la nécessité, parce qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a une nécessité, qu'il y a un intérêt, mais dans ce cas-là, il faudra proposer une solution à Mme Durécu lui permettant de vivre tranquillement, paisiblement sa retraite sans lui mettre une pression intolérable. Voilà, madame. D'autres questions? Moi, je suis assez étonnée sur le poste de l'avocat. Est-ce qu'on peut avoir des détails, savoir si c'est juste pour pouvoir se préserver et pouvoir assurer une défense, ou alors est-ce qu'on a des postes un petit peu plus casseroles, c'est-à-dire qu'on aurait besoin d'avocats, nous, à Octeville-sur-Mer? Soyons clairs, pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne vais pas vous dire que je sais. La seule chose que je sache aujourd'hui, c'est que ce chiffre de 54 000 euros, c'est un chiffre comme les 513 100 euros. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, je n'ai pas de doute. Mais est-ce que c'est pour se défendre? Est-ce que c'est pour se prémunir? Est-ce que c'est pour un dossier? Est-ce que c'est pour 10 dossiers, etc. Je n'en sais rien. Par contre, dans 15 jours, quand je serai autour de la table du conseil municipal, que ce soit en tant que maire, ça sera beaucoup plus facile pour moi d'avoir les informations.
Ça sera peut-être un peu moins facile si je suis conseiller municipal et que je suis dans la liste qui n'aura pas gagné. Ça, c'est clair que si effectivement... mais ça ne m'empêchera pas de poser la question. Et comme de toute façon, l'ensemble des informations devront m'être communiquées, et comme vous avez pu le constater, ça fait à peu près 2 heures maintenant que je peux m'exprimer. Je vous promets que si je suis dans l'opposition, les conseils municipaux seront animés. Et je continuerai. Mais je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas les éléments. C'est aussi des géomètres, c'est aussi des experts. Il y a différents critères qui font l'ensemble des 54 000. Voilà. Si vous voulez juste... ce n'est pas que notaire, que avocat... Honoraire. Alors, c'était honoraire, mais dans la classification, il y avait, c'est vrai que ça commençait par avocat. Donc, voilà, bon. Bonsoir. Moi, je voudrais parler du petit compteur vert. Le joli petit compteur vert. Donc, j'ai écrit à Genesis, parce que c'est plus EDF, comme tout le monde le sait. Je leur ai demandé qui était propriétaire du compteur. Donc, c'est la commune, sur tout le territoire français. C'est des mairies qui sont détenteurs des compteurs. Donc, on m'a répondu, vous n'en voulez pas. J'en ai pas. Après, je ne sais pas ce que ça va faire. Hein. Mais ils m'ont dit, si vous n'en voulez pas, il faut que votre commune s'oppose au compteur. Vous avez des communes, vous le savez, il y a des maires en France qui ont refusé les compteurs. Parce qu'on ne vous dit rien, mais il faut quand même savoir. Ça, les gens ne savent pas. Vous avez un courant porteur dessus. On est d'accord. Et des communicants. Vous avez un courant porteur. Bon, ça date des années 2000, on en a mis sur les avions. Hein. Tous les avions, maintenant, du courant porteur pour les vols, les trains d'atterrissage, tout ce que vous voulez. Ça irradie. Les gens ne savent pas, mais ça irradie. Parce qu'avant, on ne le mettait pas. Maintenant, on a blindé les fils dans les cabines pour les pilotes, parce qu'ils sont toujours exposés. On ne blinde pas les fils de cellules, parce que les passagers sont 2 heures, bon, 8 heures maximum. Là, vous êtes exposés dans votre maison tout le temps. Alors, donc, ces compteurs-là, ils mettent en danger la vie des gens. Mais monsieur, vous avez le droit de vous choper de maladie si vous voulez. Chopez-vous un cancer et puis m'emmerdez pas, c'est votre droit. Attendez. Si, je suis désolé. Les compteurs sont la propriété de la commune. Ça veut dire que si on veut s'y opposer, on peut. C'est comme l'amiante, hein, parce que l'amiante, on n'en parlait pas il y a 30 ans, vous en avez parlé maintenant. Hein. Bon, moi je suis retraité de l'amiante aussi, justement. Mais l'amiante, on n'en parlait pas, c'était sans danger. Tout de suite, le Linky, c'est sans danger. Quand vous aurez 200 000 morts dans 10-15 ans... Merci, c'est gentil. Merci. Bonsoir. Je vais revenir sur votre projet. Vous nous avez dit que l'ensemble des projets que vous proposiez s'autofinançaient. Enfin, une grande partie. Ce que je veux bien croire. Toutefois, à aucun moment, vous nous avez donné des chiffres en nous disant combien ça coûtait et combien ça allait rapporter, puisque ça s'autofinance. Et moi, j'aimerais bien que vous me disiez, concrètement, par rapport aux travaux et aux projets que vous avez envisagés, combien ça va coûter, quel est l'endettement qu'on va être obligé de faire, parce qu'obligatoirement, on ne va pas pouvoir tout financer en autofinancement. Enfin, ça me paraît difficile. Et combien vous envisagez que ça rapporte? Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun chiffre concret. Alors, je veux bien vous croire, il n'y a aucun souci. Moi, je m'inquiète quand même sur mes impôts, effectivement, aussi. Parce que je me dis qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à équilibrer, c'est nous qui allons devoir payer. Voilà, merci. Je n'ai pas compris la question. Excusez-moi, mais je vous ai dit que le compteur, c'était la propriété de la commune. Donc, vous pouvez le faire.
pour l'instant, alors je vais vous dire, pour l'instant, je ne suis pas maire, je ne suis pas encore élu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'après... Non, on ne peut pas interdire le compteur comme ça, c'est pas... Attendez. Bon. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que si je suis élu, quand je serai élu, vous venez me voir et vous m'ameniez tous les éléments qui démontrent la dangerosité et on verra bien par rapport à ça. S'il vous plaît, je n'ai pas la réponse à votre question sur les éléments de dangerosité. S'il y a effectivement des éléments de dangerosité, nous verrons bien. Maintenant, vous savez, le simple fait de vivre fait qu'on risque de mourir. Excusez-moi, madame, je vais répondre à votre question. Alors, sur la partie, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie école, on a effectivement un coût qui est complet. Sur la partie maison cantonale des services et par rapport aux éléments, on a travaillé déjà un peu avec Dominique qui a regardé, c'est-à-dire que sur les aspects, on a des possibilités de subventions qui sont à la fois européennes, on aura aussi une prise en charge. Alors, je n'ai pas implanté la maison cantonale des services, ce serait au niveau des lutins, l'école maternelle. Donc on est déjà propriétaire du foncier, donc là on n'aura pas non plus d'acquisition à prévoir, et donc le coût sera de toute façon naturellement plus faible. De ce fait-là, on aura aussi une contribution par rapport au niveau des autres communes qui font partie du canton. Et le but, pour moi, c'est pas de commencer à dépenser, à faire des études, sans avoir consulté les maires des autres communes et de voir effectivement si le projet leur convient et de déterminer de ce fait-là le périmètre et de rester dans une taille qui soit raisonnable. Alors maintenant, vous dire, est-ce que je peux vous donner la somme exacte au centime d'euro près? Non, j'en suis pas capable. Ah ben, le projet de l'école représente sensiblement le même montant que ce qui nous a été annoncé par rapport, parce qu'on a regardé justement sur c'est-à-dire que la salle de 3-4 millions d'euros, c'est-à-dire que globalement avec ces 3-4 millions, on répond à l'ensemble du projet de l'école, entre le projet de l'école, le terrain de sport. C'est pas évident qu'on puisse passer le gymnase, mais on a les deux écoles et le terrain de sport avec la périscolaire. Alors la transformation, on est sur des sommes, ouais, là je vais vous dire, c'est pareil. On aura besoin effectivement de faire quelques sondages, mais sur ce type d'équipement, on est à peu près aux alentours de 1000, 1500. Alors c'est pareil, la commune est propriétaire du foncier. Il y a des mises aux normes à faire, on est sur à peu près un coût d'à peu près 1000, 1500 euros du mètre carré. Ce qui fait qu'effectivement, compte tenu... Oui, non, mais c'est à la fois énorme et pas énorme. Vous savez, je vais vous dire une chose, aujourd'hui, du mètre carré au Havre, on est... Alors, les recettes, c'est-à-dire que par rapport à ça, on est selon la taille du logement, parce que bien évidemment, plus les logements seront grands, plus ils seront chers, parce que ça sera aussi un coût. C'est-à-dire que globalement, on est sur une fourchette, pour l'instant une estimation, mais qui sera affinée en fonction du résultat. On sera sur une fourchette qui sera aux alentours entre 800 et 900 euros de loyer mensuel. L'objectif, c'est effectivement d'équilibrer. Maintenant, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Comme dans toute construction, il y a toujours des options. C'est-à-dire que si on veut effectivement un bien avec des équipements et des options plus importantes, bah, ça sera naturellement plus onéreux. Si on peut effectivement faire plus économique, bah, ça sera naturellement moins cher. La colocation? Oui, enfin, les résidences... Alors justement, là, il peut y avoir 3 modèles. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt attaché pour justement avoir un modèle qui soit plus raisonnable, c'est-à-dire que là, ça sera décidé en conseil municipal, hein, parce que c'est pas moi qui vais décider tout seul dans mon coin. Ça, c'est pas l'idée. Et ça fera l'objet également ça peut faire l'objet d'une consultation et ça fera l'objet de discussions. Tout à l'heure, je discutais avec un monsieur qui s'occupe d'une association qui est sur les implantations communales. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je veux travailler avec l'ensemble des associations, y compris des associations, s'il y en a de personnes âgées, par rapport pour justement avoir une offre qui dépende et qui soit la plus représentative de ce que les gens attendent. Parce que, en tant que chef d'entreprise, j'ai appris une chose depuis ces 25 dernières années, c'est qu'on peut avoir le plus gros produit du monde, si on n'a aucun client, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est d'avoir un produit qui soit adapté par rapport à l'offre à laquelle on doit répondre. Et si effectivement,
je veux mettre en place une maison de retraite, en fait une résidence pour personnes âgées. L'idée, c'est effectivement de la calibrer en fonction aussi de la demande, de regarder et de discuter avec les personnes pour avoir justement les sommes et les budgets, que ça soit compatible avec les pensions, et de voir avec les travaux, permettant effectivement de trouver un mixte qui permettra de répondre à ces exigences. Justement, oui. Vous avez mis le doigt sur un doigt, c'est le privé. Et il y a une rentabilité aussi à attendre. Alors, je vais vous dire, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Le fait est que si on prend, par exemple, sur la colocation, oui, non, mais je vais vous donner un exemple, parce que c'est vrai qu'on a regardé un peu plus en détail certains points, parce que ce projet-là peut aussi arriver plus vite. Le phénomène, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sociétés privées qui ont géré et mis en place ce type de structure. On a regardé les modèles économiques auxquels on se référait, et par rapport aux constructions, tout en ayant quand même une assistance et des auxiliaires de vie qui soient présentes, on arrivait en fait à un coût de location mensuel qui tournait aux alentours de 500-600 € par mois. Donc maintenant, je vais vous dire une chose. Soyons clairs, ce n'est pas mon invention à moi, ce n'est pas quelque chose. On a recherché des projets qui existaient ailleurs. Et ce modèle économique fonctionne ailleurs. On n'est pas si bête que ça qu'on ne puisse pas le reproduire par chez nous. Maintenant, je vais vous dire, très honnêtement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. Vous parliez de l'équilibre économique, le tout, c'est effectivement d'anticiper. On a parlé tout à l'heure d'anticipation. L'anticipation, c'est également de dire, OK, on va regarder combien ça fonctionne, combien ça coûte en termes de coût de fonctionnement, quelles sont les attentes, en discutant avec les personnes qui sont susceptibles d'y habiter, de voir aussi quels seront les niveaux de dépendance des personnes qui pourront aussi... Parce que dans une EHPAD, selon le niveau de dépendance auquel on est soumis, eh bien, ce n'est pas du tout le même coût. Parce que si on doit avoir une assistance 24/24, ce n'est pas du tout la même chose que si on a des personnes qui sont autonomes. Donc, effectivement, on trouvera des mixtes par rapport à ça pour avoir une offre qui soit cohérente et qui nous permettra de répondre à ces besoins. Maintenant, vous dire si effectivement j'ai tous les tenants et les aboutissants, non, je ne vais pas vous raconter d'histoire, c'est pas vrai, je les ai pas. Enfin, j'ai pas tout. On a développé un certain nombre de choses, on a cette ambition, on a ces projets. Et je dirais, vous savez, il y a une citation que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde qui dit « Il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne jamais les perdre de vue ». Et si... Non, mais je suis d'accord, mais quand je dis... Vous savez, je pense que ce rêve, il faut 30 personnes, enfin une résidence de 30 personnes. Si je vous parlais d'une salle de spectacle de 600 places, à rentabiliser, c'est plus compliqué qu'une... C'est pas le même objectif, mais c'est pas le même coût non plus, et il n'y a pas forcément les mêmes ressources. Mais je vous dis, par rapport à ça, je pense que c'est quelque chose à la fois de raisonnable, qui soit calibré effectivement, et qui va répondre à une véritable attente. Maintenant, moi, aujourd'hui, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que dans ma carrière en tant que chef d'entreprise, j'ai monté plusieurs projets, et j'ai même certains projets, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que c'est quand même... Il y a 17 ans, j'ai eu comme projet de racheter les ACH. J'étais 17 ans plus jeune, et à un moment, j'étais tellement crédible que j'ai été reçu au Havre Développement par la stagiaire de l'assistante du directeur. 2 ans plus tard, avec un groupe de chefs d'entreprise qu'on avait fédéré, 15 chefs d'entreprise, on a racheté 4 hectares des ACH et réimplanté 250 emplois. Sans 1 euro de subvention publique. Et ça s'est fait en calculant par rapport à des sommes, des équilibres, etc. On a fait un montage, on a cherché, et aujourd'hui, effectivement, j'y suis toujours, 15 ans plus tard. Clairement, au départ, on m'a dit « Ah ben non, c'est pas possible ». Parce que les entreprises que je dirigeais étaient beaucoup trop petites, et parce que le site était beaucoup trop grand. Mais le groupe des entreprises, on y est arrivé. Alors après, je vais vous dire, oui, ça nécessite du travail. Comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux associations, ça nécessite de se bouger. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne veut pas que ça nous coûte, et si on va aller chercher de l'argent ailleurs, ben, il faut se bouger. Il faut monter des dossiers. Et une des règles
Mon épouse a été adjointe aux finances. Une des règles donc, que je connais bien aussi, parce que c'est du droit public, c'est qu'avant de commencer un projet, il faut monter tous les dossiers de subvention, parce qu'autrement, si on attaque le dossier avant même d'avoir eu les subventions, on perd le bénéfice d'une partie de ces subventions. Et je peux même vous dire une chose, quand on a 900 000 € d'excédent de fonctionnement, eh bien, il y a un certain nombre de collectivités qui vous disent « Mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de subvention, vu que vous avez déjà 900 000 € d'excédent, vous pouvez vous autofinancer. » Oui, mais c'est comme ça. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Parce qu'on prête plus souvent aux gens qui dépensent plus qu'aux gens qui prêtent... Enfin, c'est comme ça. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'effectivement, je ne m'embarquerai pas, par contre, dans des projets qui n'auront pas été déterminés, calculés, sur lesquels... Mais on ne fera pas des études non plus qui... Non, les projets, on sait ce sur quoi on veut travailler, on déterminera, on trouvera, on travaillera beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on sera présent. J'ai prévenu mes colistiers. J'aurais dit, pas être aussi exagéré, mais j'aurais dit, les délégations que vous solliciterez supposeront un engagement et des résultats. Il y aura des lettres de mission avec des objectifs. Parce qu'on va se mettre au service de la population. Alors c'est vrai qu'il y aura des, comme pour tout le monde, y compris des ressources qui seront déployées par rapport aux personnes permettant de travailler et des résultats qu'on attendra en retour. Mais pour le bien de la collectivité, effectivement, pour aussi réduire, parce que je vais vous dire, je n'ai pas envie non plus de dépenser des sommes qui feraient qu'à un moment on soit en déficit ou qu'on soit dans des situations complètement inextricables. Je n'ai pas envie non plus de solliciter des emprunts toxiques dont on avait parlé il y a quelques années. Je n'ai pas envie d'être dans ce type de situation. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, ma question concerne les promoteurs qui sévissent dans la région. Je voulais savoir de quel outil la municipalité dispose pour le choix du promoteur, du contrôle ensuite des chantiers, aspects, réglementation, etc. Et ma deuxième question concerne aussi la concertation publique. Donc avec des personnes ici, on a assisté, enfin on a participé à des ateliers, dont le fameux Monopoly, dont on a entendu parler tout à l'heure. Alors effectivement, moi j'ai placé des petites maisons sur des plans, etc. Voilà. Mon seul souci, c'est que, effectivement, la concertation publique, je pense que c'est une procédure de consultation, tout simplement, comme dans les CE, on consulte. On peut émettre un avis, mais qu'il soit négatif ou positif, tout le monde s'en fout, parce que, quelque part, le dernier qui a le mot, c'est celui qui a le pouvoir. Donc, je voulais savoir, à votre niveau, comment vous voyez cet aspect-là des choses. Si je résume, il y a deux aspects dans votre question. Il y a la première, c'est par rapport aux promoteurs, et le deuxième, c'est sur les concertations publiques. On est d'accord. Donc, pour ce qui concerne les promoteurs, plus on est précis sur le cahier des charges, plus on est précis sur les objectifs, plus on est précis sur le contrat, dans sa globalité, moins on a de risque d'avoir de mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'on revient sur les mots, anticipation, équité. Bon, il se trouve que, pour ce qui me concerne, pendant quelques années, tout autant que j'étais en noir au tribunal, je m'occupais de droit des contrats. Donc effectivement, dans ce domaine-là, je sais qu'effectivement, on peut introduire un certain nombre de devoirs, de droits, d'obligations, et que les promoteurs qui veulent soumissionner à des projets sont obligés de répondre à ces contrats. Moins c'est précis, plus ils auront de latitude. Si on veut effectivement définir des périmètres, que ce soit sur la nature des constructions, que ce soit sur la qualité de la construction, que ce soit... Je dirais que quelque part, alors bien évidemment tout en respectant le PLU qui sera un PLUI, j'en ai pas parlé trop ce soir, mais une des transferts de compétences qui s'est fait vers la communauté urbaine, c'est le PLU en particulier, qui est devenu un PLU, enfin qui va devenir un PLU intercommunal. Mais globalement, le pouvoir, en l'occurrence de l'élu par rapport à ça,
c'est d'être très précis à l'initiative au début, de monter un cahier des charges et d'avoir effectivement et d'étudier les réponses qui sont faites d'une façon objective avec des gens. Alors moi, j'ai l'avantage aussi, c'est comme je l'ai dit en préambule de notre réunion, c'est qu'il y a des compétences autour de la table. Il y a des gens dans différents domaines, et en particulier pour tout ce qui touche à l'urbanisme, il y a quand même Brigitte Prince qui connaît particulièrement bien. Il y a aussi des chefs d'entreprise et il y a aussi des personnes qui ont travaillé dans le bâtiment et qui connaissent un certain nombre de choses et donc qui seront attentifs à un certain nombre d'éléments. Est-ce que ça répond déjà à... Sur la concertation, je serais tenté de dire que ça dépend toujours de la personne qui détient le pouvoir. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a un comportement un peu dictatorial, bah, il écoute, et puis, enfin, il écoute ou il entend, ou il n'en a rien à faire, en parlant vulgairement, ou vous avez quelqu'un qui, effectivement, a envie de réellement se mettre au service de ses administrés, et qui a envie, effectivement, de créer une cohésion et une cohérence, et donc, tout en sachant qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, et que, de toute façon, nécessairement, on a toujours quelques personnes qui ne seront jamais satisfaits de la situation. Je prends par exemple pour les compteurs électriques, bah, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais à côté de ça, pour ce qui me concerne, et vous pouvez le demander à mon équipe, bah, quand la majorité des gens m'expliquent quelque chose et qu'au bout du compte, je considère qu'ils ont raison et que j'avais tort, bah, je change d'idée. Mais ça, je dirais que c'est un problème d'individu. Alors de temps en temps, c'est comme tout, il faut qu'on me l'explique, et puis il faut que je comprenne. Je n'ai pas la science infuse. Mais j'ai autour de moi des gens qui sont à la fois très motivés, et qui depuis, au fur et à mesure des réunions, et depuis les mois durant lesquels on a travaillé ensemble, ont compris que d'une part, j'accepte la contradiction, et que d'autre part, notre richesse, c'est la compétence cumulée de tout notre groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc voilà. C'est-à-dire que globalement, oui, il y aura des concertations, et surtout, oui, il y aura une écoute, et oui, il y aura une prise en compte, et oui, il y aura une anticipation, parce qu'on ne pourra pas... Si on veut que ça se passe bien et que notre commune... Vous savez, une commune, un groupe, il n'est attractif pour l'extérieur que si ça se passe bien à l'intérieur. Sandrine. Sandrine. Moi, j'ai deux choses à dire. La première, sur la subvention, que tout à l'heure on a abordé. En effet, je vais parler pour le HBO, étant aussi comme Patrice. Le HBO, beaucoup de gens ont reproché la subvention que la commune pouvait donner à ce club. Aujourd'hui, c'est un club, c'est une association, sauf qu'elle a le fonctionnement d'une entreprise. 320 jeunes licenciés, une équipe de D2, une équipe voilà, d'éducateurs sportifs obligatoires. La fédération nous impose de plus en plus de choses. On a été obligé d'embaucher une secrétaire. C'est des coûts qui sont importants. Donc voilà, je voulais juste expliquer aux gens qu'en effet, aujourd'hui, le littoral ou certains clubs, c'est une très belle vitrine d'Octeville. Donc on a besoin de subventions, même en allant chercher davantage de subventions. C'est notre bataille tous les jours auprès de partenaires. Voilà, on ne vit pas sur l'or, on n'a pas beaucoup de trésorerie, et je peux vous dire que d'une année sur l'autre, c'est très compliqué. Voilà, ça je voulais le préciser. Et ma deuxième question, elle est autour des logements sociaux. On a été porte-parole pendant... On a bataillé pendant 6 ans pour ces logements sociaux. On est en retard, le préfet nous impose un quota, et on n'en a pas beaucoup parlé. Voilà, donc moi je voulais savoir, puisqu'on est obligé de construire un certain nombre de logements par an, ce qui est vraiment prévu. Merci pour ces deux questions. La première, pour ce qui concerne le HBO. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour toutes les associations. Non, mais je vais élargir aussi un peu. J'avais dit que je souhaitais également, dans le plan d'octroi des subventions, qu'on ait une sanctuarisation. C'était sur le slide, je n'en ai peut-être pas parlé. C'est-à-dire que déjà, le programme de subvention ne sera pas vu sur un an, année après année, mais plutôt sur 5 ans, pour permettre de donner une visibilité aux associations, en particulier quand on a des emplois. Ce que je disais tout à l'heure également, j'en ai parlé avec Patrice, on n'en a pas parlé ensemble,
mais c'était également de regarder et de travailler sur d'autres développements qui permettraient à l'association de financer plus facilement certains emplois sans que ça augmente la subvention, c'est-à-dire de trouver des sources. Il y a quelque temps, j'en avais même parlé avec Françoise, il y a déjà un certain temps, et j'avais dit que si une association peut permettre effectivement d'accepter d'avoir des cours pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ou des personnes malades, eh bien on peut bénéficier aussi d'une prise en charge d'une partie des entraîneurs, des animateurs, etc. Et ça peut permettre effectivement non seulement de donner à ces animateurs plus d'heures, c'est-à-dire de les conserver dans le club, et par rapport à ça, d'avoir aussi une offre qui soit financée, parce que on est dans une logique du maintien de la personne, c'est-à-dire qu'on garde son autonomie. Donc on parlait tout à l'heure de maison de retraite et de dépendance. Plus les gens sont actifs, plus tard les problèmes de dépendance arrivent. Et donc c'est l'intérêt de tous, ça permet aux personnes, et ça permet également de créer du lien social, parce que la première cause de perte de dépendance, c'est l'isolement. On est d'accord. Donc par rapport à ça, maintenant, donc, sanctuarisation des subventions, mais pour l'ensemble des clubs, avec une visibilité sur 5 ans. Ça, c'est une chose. Pourquoi 5 ans? Parce qu'en fait, c'est le budget durant lequel réellement un maire officie. Parce que la première année, on récupère celui du maire précédent, et la dernière année, je n'ai pas envie d'imposer mes choix à mon éventuel successeur, si ce n'est pas moi. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on parlait du volet économique. Le volet économique, c'est quoi? C'est aussi de mettre en relation des entreprises, de permettre à des entreprises de venir. Et pour la recherche de sponsors, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a des entreprises sur son territoire de venir les rechercher et de les solliciter que si on va chercher des entreprises beaucoup plus éloignées. Donc, plus nous serons attractifs, plus nous aurons d'entreprises, plus ces entreprises pourront être effectivement éventuellement des partenaires. D'autre part, comme je le disais, la recherche de subventions auprès d'organismes, auprès de sociétés, la Française des Jeux, avec les paris sportifs, ils ont dû mettre en place des fonds. Le PMU a mis 20 millions d'euros. La Française des Jeux, je crois que c'est 50 millions d'euros qui s'attribuent. Alors, pour Raymond, c'est une bonne chose parce que le PMU, c'est des partenariats avec le foot. Mais on n'a rien, mais il suffit de faire les demandes et d'aider. Non, c'est pas... Et les logements sociaux. Alors, on s'est renseigné sur les logements sociaux. En fait, l'obligation technique par rapport au préfet, on l'avait dit dans notre premier journal, on avait dit qu'on avait une dizaine d'années pour rattraper le retard. En fait, on en a 14. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'aussi, dans la démarche que nous avons par rapport à la logique dans laquelle on veut fonctionner, c'est-à-dire que déjà, les premières résidences qu'on souhaite sortir, en particulier pour les résidences de personnes âgées, seront des résidences qui rentreront dans les quotas. Alors, c'est pas énorme, mais c'est 20% du déficit qu'on a actuellement. Mais 20%, c'est déjà mieux que rien. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on va trouver une solution. On a 200 logements sociaux en retard, à peu près. Bon, on a déjà une solution pour une quarantaine. Il en reste 160. Et il faudra effectivement que les programmes... Oui, par rapport à la démographie, bien évidemment. Non, mais l'idée, c'est quand même de réfléchir et de raisonner. 160 sur le quota actuel, c'est-à-dire que si on raisonne sur 10 ans, ça veut dire qu'on en a 16 à construire par an. Et plus ceux qui seront rattachés aux nouvelles constructions. C'est-à-dire, globalement, pour 4 constructions, il faut 1 logement social. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on octroiera 4 permis de construire, il faudra prévoir 1 logement social. Ça veut dire que globalement, sur la moyenne... Non, c'est 4 pour 1. C'est 20%. Brigitte, c'est... Non, mais là, je suis bon, là. Non, c'est au 4e, le 5e doit être un logement social. C'est 20%. Ah non, mais là, je suis fort, hein. J'ai ma chef de l'urbanisme qui connaît tout. C'est possible. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Non, mais...
En tout état de cause, l'idée pour moi, c'est de dire effectivement, de revenir en termes de construction. On en parlait tout à l'heure avec le monsieur de l'association, il m'a posé la question, quelle était... mon idée par rapport à ça, c'est de dire, OK, il faut qu'on vienne à une logique raisonnable, c'est qu'on fasse en sorte que les réseaux soient adaptés, et de dire qu'effectivement, si on lance entre 30 et 40 constructions nouvelles en fonction effectivement de l'évolution du PLUI, de voir effectivement que ça permette, et 30 à 40 logements, intégrant les logements sociaux, plus éventuellement le rattrapage, c'est-à-dire qu'on va être aux alentours d'une 40-45 logements par an, avec un tiers en logements sociaux, ce qui fait que progressivement on rattrapera le retard. Mon ambition, enfin notre ambition, c'est ça. Ça répond à votre question? Une autre question? Alors, on les met où? Il y a au niveau, on les met pas pour commencer dans les zones d'activité. Non, non, mais je vous dis, alors, non, oui, la colocation, on connaît l'endroit. Non, non, mais je suis d'accord. Non, non, mais on est tout à fait. Ceci étant dit, pour l'instant, il y a une difficulté pour pouvoir vous répondre clairement. C'est pas que je ne veux pas vous répondre. C'est que il y a eu, on a tous suivi le psychodrame des permis autorisés, des permis annulés. On nous a même expliqué que tout était résolu. Non, tout n'est pas résolu. Il y a un monsieur qui est là, qui m'en parlait tout à l'heure. Il s'est vu refuser des permis sur des terrains qui sont viabilisés. Donc le problème est loin d'être résolu. Il y a encore aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre de dossiers pour lesquels on ne parle pas de logement social, mais on parle de logement. Donc aujourd'hui, les problèmes ne sont pas résolus. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que, suivant le calendrier prévu par la communauté urbaine, le PLUI et le SCOT vont commencer à partir de juin 2020. Donc dans quelques semaines, hein, on sera à peine en fonction qu'on attaquera directement. Et le SCOT, c'est le programme général. Alors je schématise. Vous imaginez qu'il y a plusieurs intercommunalités et à ce moment-là, on globalise ou on généralise les implantations économiques, les implantations de transport, etc. On raisonne sur un périmètre beaucoup plus large et ensuite on décline le PLU en fonction, enfin le PLUI en l'occurrence, en fonction des territoires, des communes qui nous concernent. Et une fois qu'on aura ça, on aura les zones. Parce qu'en fait, on a également la loi littorale à laquelle qu'on doit respecter, c'est-à-dire que la loi littorale, ça nous impose aussi des zones de réserve, des sécurités, etc. Quand bien même on soit... La loi littorale, le renforcement de la loi littorale, pour ceux qui ne le sauraient pas, à quoi c'est dû? C'est dû à Xynthia. Xynthia, c'est la fameuse tempête qui, il y a 10 ans, a noyé toute la côte atlantique, a fait qu'à un moment, il y avait des zones inondables où il y a eu une centaine de morts, 100 et quelques morts, et que l'État s'est vu dans l'obligation de racheter 500 et quelques logements. Ça a coûté quelques milliards d'euros à la collectivité, donc à nous, en l'occurrence, et qu'à ce moment-là, l'État a dit on arrête les conneries, et il y a une loi, on l'applique. Il y a eu des décrets qui ont fait que ça s'est mis en application plus ou moins rapidement, et la loi à laquelle on se réfère aujourd'hui, je vais vous dire, c'est pas vieux, sous couvert de ce que m'a expliqué aussi, parce que je me suis fait expliquer beaucoup de choses également. J'ai beaucoup appris ces dernières semaines. Ce que m'a expliqué Brigitte, c'est qu'en fait, c'est quand même Édouard Philippe, notre Premier ministre actuel, qui a signé les décrets permettant de remettre en place la loi que, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, enfin, en particulier le maire, contre lequel il s'est offusqué il y a quelques semaines à la télévision en disant « je ne suis pas d'accord sur cette loi », etc. Bon, c'est la loi, c'est la loi. Moi, vous savez, en tant qu'ancien magistrat, la loi, je l'appliquerai. Maintenant, la seule chose, c'est que la loi, elle était difficile à appliquer à Octeville. Pourquoi? Parce que le PLU, il n'était pas forcément très cohérent et il ne définissait pas d'une façon suffisamment claire les différentes zones dans lesquelles nous aurions pu ou ne pas pouvoir construire. C'est simplement un problème de définition de zone au départ et on aura besoin d'affiner ça, on aura besoin de redéfinir un PLU. Une fois qu'on aura ce PLU, je serai en mesure de vous dire oui, sur tel périmètre, on peut faire des logements sociaux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas un type de logement social. Il en existe 4. Et qu'en fonction du type de logement social et donc des critères d'éligibilité pour obtenir ce logement social, vous n'avez pas non plus le même type de population. Donc, l'idée, c'est effectivement de travailler, mais on parlait tout à l'heure de concertation.
Bien sûr. Et donc, quelle va être votre attitude par rapport à ça? Ouais. S'il faut respecter la politique de construction de logements sociaux et que, parallèlement à ça, il va falloir faire appel à des pirates privés. Alors, et qui vont concerner les autres villes, bien évidemment. je vais vous dire, si on parle de logements sociaux et qu'on parle de, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis dans la négociation amiable avec les gens. C'est-à-dire que oui, pas dans la contrainte. Non, bien sûr, on va quand même être réaliste, avec une limite de budget à un moment donné. Il y a une limite de budget, mais je vais vous dire, c'est pareil. Quand vous avez des promoteurs, et on en parlait tout à l'heure, quand vous avez des promoteurs, monsieur en parlait, il y a un cahier des charges, s'ils veulent construire à un moment ou à un autre, il faudrait qu'ils mettent la main au portefeuille. Maintenant, selon la nature, si l'équilibre économique ne fonctionne plus, ils ne le feront pas. Vous savez, à un moment, si c'est pas possible, c'est pas possible. Maintenant, on est tous attachés aussi à la ruralité. Si on peut pas, on peut pas. On ne va pas s'imposer des choses si c'est pas possible. Mais je ne vous dis pas le contraire. Maintenant, on est censé respecter la loi. La loi et le préfet, surtout, voilà, exactement. Et rien n'empêche, on a quand même 14 ans. Non, mais ce que je veux dire par là, je suis d'accord, mais ce que je veux dire... Non, mais je suis d'accord. Ah, mais c'est ce que même 14 ans, ça va très très vite. Oui, c'est ce que je veux. Comme a dit Madame Charles, le pourcentage il évolue puisqu'on continue du privé. Donc c'est chaque qui se mord la queue. Alors, oui et non, parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, vous selon parce que quand il y a des programmes de promotion de logements individuels, vous pouvez imposer aussi une mixité du parc dans ce. Et vous pouvez imposer un pourcentage qui soit un peu plus élevé que le pourcentage minimum requis pour justement rattraper une partie de votre retard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que, soyons clairs, il y a aussi des gens qui sont prêts à vendre. Il y a des gens qui ne sont pas disposés à vendre, et je n'imposerai pas à des gens qui ne veulent pas vendre, mais des gens qui sont disposés à vendre, et pour lesquels ça ne posera pas forcément de problème, sur lequel, une fois qu'on aura rétabli le bon fonctionnement de la station d'épuration, qu'on pourra de nouveau se raccorder et avoir des rejets qui soient conformes. Une fois qu'on aura aussi mis en place les structures, à la fois par rapport au réseau d'eau, d'électricité, le déploiement de la fibre optique, qu'on aura effectivement tous ces éléments-là, il y a effectivement, naturellement, en particulier au rayonnement autour du bourg, il y aura plus de facilité et d'opportunités. Maintenant, il y aura effectivement des options et des opportunités. On parle, il faut quand même aussi se repositionner sur une chose très simple, c'est que la surface de la commune, c'est quand même la surface équivalente de Rouen. Et on parle au global de 200 logements en construction. Mais il y a quand même aussi quelque chose à ajouter, c'est que maintenant, on ne doit pratiquement plus construire sur les hameaux. Alors, pour l'instant, avec le PLUI, est-ce que ça pourrait changer? Oui, ça pourrait changer. Ça... Non, mais de toute façon, je vais d'ailleurs pour... Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, ce que Brigitte me rappelle, ce que j'ai dit, c'est que le SCOT, donc qui va déterminer les implantations des différentes zones, et donc qui pourra effectivement faire évoluer le PLUI, permettra justement d'avoir cette adaptation. Maintenant, comme je vous le dis, on est quand même sur 200 logements, alors c'est à la fois beaucoup, mais simplement pour vous donner quand même une référence, 200 logements, c'est moins que le nombre de logements initiés sur 2019 à Octeville, par le maire sortant. On est à 200, presque 240 logements actuellement. Et là, on parle de 200 logements sur 14 ans. Oui, non mais, je vous remercie. Oui, je sais bien. Et une question. Ce soir, vous êtes venu comment?
Vous êtes venu comment ce soir? En voiture. La semaine dernière, vous m'avez parlé que vous vouliez plus de parking, vous vouliez pas de ceci. Vous étiez quand même ce soir très content de trouver un parking pour mettre votre voiture. Si vous l'aviez embourbé dans un champ parce qu'on n'avait pas mis de parking, vous seriez quand même très ennuyé. Donc, non, mais il y a un moment, je vais vous dire, je ne veux pas... Non, mais attendez. Je vous écoute, je vous ai écouté gentiment. Il y a un moment, je veux bien la concertation, je veux bien la discussion, mais il y a un moment, on est dans une société qui évolue, on a tous des aspirations, et on ne peut pas non plus, c'est une majorité qui décide, et une minorité qui, à un moment, accepte que le choix de la majorité. Mais c'est ça la démocratie. Moi, je vais vous dire une chose, on va faire simple. Je vais vous expliquer un truc. Non, mais, attendez. Je vous ai écouté, j'ai pas tout compris, mais je vous ai écouté. Alors, donc, on va quand même, dimanche prochain, vous ferez le choix de mettre ou mon nom dans l'urne, ou le nom de mon adversaire. Non. Non, mais moi non plus, mais je vais vous expliquer quand même quelque chose. Je considère aujourd'hui que je serai certainement le plus à même de mieux conduire la commune que mon adversaire. C'est mon choix, c'est mon... Maintenant, si la majorité des gens décident le contraire, je fermerai ma gueule. Enfin, pas complètement, mais... Et donc c'est ça, non mais ça c'est la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a les majorités qui décident, il y a la majorité qui décide et il y a la minorité qui, à un moment, obtempère. Vous avez lu les citations, Oscar Wilde, je reconnais le portrait de Dorian Gray. Ça, je vous ai dit. Bon, il a son tableau, pareil. Non mais, attendez. Je voudrais passer la question à d'autres personnes, parce qu'il est déjà 21h passées et il y a peut-être des personnes qui ont attendu pour poser des questions, et je ne peux pas monopoliser la question. Moi, je monopolise la parole. Oui, mais vous l'avez dit, vous l'avez dit mardi dernier. Vous me l'avez dit mardi dernier, je l'ai entendu. En Ardèche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Bonsoir à tous. Du coup, j'aurais voulu vous interpeller, Monsieur Pisan, sur la question de mon avenir à moi. Moi, personnellement, je suis étudiant dans un lycée Jean Prévost à Montivilliers et j'aimerais devenir réalisateur. Qu'est-ce que vous mettriez à disposition comme structure, comme accompagnement pour pouvoir suivre mon projet à bien? Alors, je vais vous dire... Ça me fait plaisir déjà d'avoir une question d'un jeune. Je vais vous dire déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut surtout que vous vous accrochiez à votre envie d'être réalisateur. Et à Jean Prévost, je sais qu'il y a une seconde audiovisuelle, et première et terminale, et je suis d'autant plus à même de vous en parler que ma fille aînée a fait ce cursus-là. Et je vais vous donner une anecdote qui correspond à sa vie, à la mienne aussi quelque part. Ma fille aînée, quand elle avait 12 ans, voulait travailler dans le droit et dans le cinéma. Donc, c'est pas très loin. Aujourd'hui, elle est agent d'artiste. Elle s'occupe des contrats d'un certain nombre d'agents, d'un certain nombre d'artistes. Elle travaille sur Paris. Maintenant, si effectivement, vous souhaitez être réalisateur, je vous invite à continuer. Après, je ne connais pas le cursus spécifique. Je sais qu'il y a des dispositifs et des possibilités au niveau, entre autres, de la communauté urbaine d'accompagnement pour les étudiants, en fonction aussi de ressources, de problèmes, etc. Mon épouse serait beaucoup plus à même. Je vais laisser la parole à mon épouse, qui est quand même plus dans la formation et qui sera plus à même de vous répondre dans le détail. Mais sachez une chose, c'est que l'avenir des jeunes octobulés m'interroge autant et me concerne directement. Et dans tous les cas de figure, c'est également aussi pour ça qu'on souhaite un développement économique et qu'on ne souhaite pas être simplement une cité dortoir du Havre. Mais je laisse la réponse à ma femme. Bonsoir. Vous pouvez aller vous renseigner à la mission locale. Il y a un service à rue Jules Le Seine, justement, pour pouvoir développer ce type d'activité. Il y a un étudiant, il y a quelques années, qui était sur Montivilliers, justement, qui avait ce projet-là. Et il le fait actuellement des mises en scène avec la mission locale.
Donc, ils seront à même de vous aider. Mais nous, justement, on peut vous accompagner sur ces différents projets-là pour votre orientation, en fait. Vos orientations professionnelles. Voilà. De rien. C'est aussi là où tu vas rencontrer des professionnels Dans l'idée aussi, tous ces services-là, c'est ce qu'on souhaite installer dans la maison quand on a les services. Alors pour l'instant, je ne vais pas te faire ça n'existe pas. Il faudra attendre qu'on soit élu. J'essaye de vendre mon truc. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, je vais vous proposer qu'on se quitte ce soir. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Je vais vous remercier de m'avoir écouté. Et je vous donne de toute façon rendez-vous dimanche pour les élections et pour le résultat. Et on verra effectivement qui sera retenu. Bonne soirée à toutes et à tous.